Vous avez décidé d'entendre quelque chose qui est dans la continuation de ce que Mme Henkel nous a dit ce matin. Elle a commencé en disant qu'on était dans un monde en transformation. Regardez la phrase et protéger mes employés, protéger mon trésor, ça c'est une transformation. Moi, ça fait plus de 30 ans que je tente de convaincre les gestionnaires que leurs employés sont des trésors, puis j'y arrivais pas bien gros. Mais là, tout à coup, pénurie de personnel, clair. J'ai un trésor. Changement important, mais qui ne peut pas s'arrêter à ça. C'est quelque chose qui nous oblige à dire, ouais, compte tenu de la pénurie de personnel, je réagis comme tout le monde qui vient de réaliser, en perdant quelque chose, qu'il y a autre chose qui peut être compensatoire. Et c'est notre réflexion. Donc, la réflexion que je vous propose pour les quelques prochaines minutes, et je pourrais vous en parler pendant une semaine, mais je partage mon atelier avec quelqu'un d'autre de l'association qui a des choses aussi intéressantes à vous dire. Donc, on va faire ça vite, mais on va essayer de réfléchir en profondeur. Si on s'attache à la formulation que j'ai un trésor, bien, je vais me demander, c'est qui ça, ce trésor-là? Je vais peut-être commencer par me poser quelques questions. Là, oui, ça marche. Je vais peut-être me demander, bien, c'est qui ça, mes employés que je qualifie maintenant de trésors? Il faut se souvenir que ce ne sont pas juste des employés, ce sont des citoyens, ce sont des mères ou pères de famille, ce sont des membres d'un club social ou d'un club sportif, ce sont des gens qui ont autre chose dans leur vie que le travail pour lequel ils viennent sur les lieux où nous sommes. Il faut que je me demande aussi, mais pour eux autres, là, c'est quoi le travail? Est-ce que c'est quelque chose qui les aide à se définir? Est-ce que c'est quelque chose qui les aide à se créer une valeur en étant utile à quelque chose ou en étant à la bonne place pour qu'une certaine société progresse? Est-ce que ce sont des gens qui disent « Ouais, moi, je me lève le matin parce que j'ai une job. Ça m'organise. » Si je me demande ce que le travail représente, je vais peut-être réaliser que ce que j'ai à faire, c'est de tenir compte de ça. Pas juste de penser qu'un employé commence à vivre quand il met les pieds dans les lieux de travail et il arrête de vivre quand il en sort. Ce sont des gens qui ont autre dimension dans leur vie. Et la vie professionnelle, oui, elle est importante, mais jusqu'à quel point? Puis là, vous voyez où je m'en vais. Donc, je vais pousser ma réflexion encore. Je vais me demander, selon ce qu'ils sont, de quoi ont-ils besoin? Oui, on le sait, ils ont besoin d'un job, ils ont besoin d'un salaire. Bon, ça, c'est clair. Mais, en réalité, une des raisons, ou quelques raisons pour lesquelles ils viennent travailler, c'est pour pouvoir faire ce qu'ils ont. Excusez-moi, vous voyez, moi, la technologie, hein? Ils veulent faire ce qu'ils ont à faire sans empêchement de la part de qui que ce soit. Je vous mets juste sur la concrétisation de ça. Ça peut vouloir dire quoi, ça? Bien, la personne à côté, est-ce qu'elle me nuit ou elle m'aide? Mon patron, mon supérieur immédiat, est-ce qu'il me nuit ou il m'aide? Est-ce que je peux faire sans empêchement ce que j'ai à faire? Je vais essayer l'autre bord. Ben oui. L'instant que je me dis que c'est ça la réalité de mes employés, je suis obligée de me dire, ouais, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, là-dedans, là? Bien, peut-être que j'ai à éliminer
les empêcheurs de tourner en rond pour permettre à mes employés de faire ce qu'ils ont à faire. Méchant programme, là. Peut-être que l'employé, elle doit sentir qu'elle peut, il ou elle, qu'elle peut se permettre de dire ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'elle a besoin de travailler dans un environnement où elle a la paix et qu'il n'y a pas constamment du chiolage. On est dans des milieux de filles majoritairement, hein? On sait ce que ça veut dire. On aurait accusé quelqu'un autre qu'une femme de dire une affaire semblable, mais moi, ça ne me gêne pas, et à mon âge, j'en suis convaincue. Dans les milieux de filles, il y a du chiolage. Ça ne se règle pas dans le cours en arrière. Un employé peut ou doit ou devrait avoir la certitude d'être bien traité. Donc ça, c'est parce que je me suis mis dans la tête de l'employé là, que je suis capable d'avancer des choses comme ça. Si c'est ça, mes employés, des gens qui ont d'autres dimensions, qui ont des besoins en ce qui concerne le travail et qui ont besoin que j'aide à créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, je viens de me tracer un méchant programme, là. Donc, ce méchant programme, je vais me poser la question large avant d'individualiser. Je vais me demander qu'est-ce que je peux faire pour attirer des employés s'il m'en manque, mais surtout qu'est-ce que je peux faire pour garder ceux que j'ai. Parce que comme on disait, à partir du moment où il y a pénurie, tout d'un coup, ils deviennent précieux et on veut les garder. Je fais ça comment? Bien, je dois me soucier d'une chose. C'est ce qu'il y a dans la tête de mes employés ou de mes potentiels employés qui voudraient peut-être venir travailler chez nous ou rester travailler chez nous. Il y a la réputation de l'entreprise qui est importante. Puis ce n'est pas moi qui l'invente. Là, okay? Moi, je me documente beaucoup dans les études faites par les universités, les hautes études commerciales, etc. Donc, ce que je vous mets là, je l'ai pigé dans ces études-là. Et on dit que le critère premier pour attirer et garder du personnel, c'est la réputation de l'entreprise. Où est-ce qu'on la trouve, la réputation de l'entreprise? Dans le mémairing. Sur les réseaux sociaux. Donc, n'importe qui, n'importe quoi qui est mentionné... Je vais me dompter. N'importe qui ou n'importe quoi qui dit quelque chose sur l'entreprise peut faire en sorte que j'acquière une bonne ou une mauvaise réputation. Si je suis consciente de ça, je vais devoir enligner certains gestes pour aider à améliorer la réputation, puisque c'est mon premier critère. Ce n'est pas le seul. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, personnelle, ça, c'est bien à mode. Hein? On appelle ça conciliation travail-famille. On entend parler de ça à la grandeur des journaux, des revues, des émissions pour les madames. Ça veut dire quoi en réalité, là? Et moi, c'est un peu cette dimension-là que j'essaie, avec mon équipe, de concrétiser. Donc, je vais arriver là, à des propositions ou des réflexions un petit peu plus concrètes. Mais si je vise le certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, bien, moi, comme employeur, je vais peut-être être obligé de changer 2-3 affaires dans ma tête, là. On va y revenir. Après ça, bien, si je veux les garder ou si je veux les attirer, puis ils sont là, c'est quoi les facteurs de satisfaction? Ça aussi, ça vient d'une étude de gens beaucoup plus savants que moi, mais que je trouve qu'ils ont bien de l'allure. L'intérêt pour la clientèle. Avez-vous des employés pour qui la clientèle, c'est quelque chose d'important? S'il y en a qui sont là pour le chèque de paye, on peut douter de leur satisfaction. D'ailleurs, il n'y a pas un chèque de paye qui arriverait à satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qui est un autre facteur de satisfaction? La relation, les rapports entre les collègues et leur appui. On est des petites équipes. Est-ce qu'on est des individus qui travaillons en silo ou on est des individus qui collaborons?
Il y a un critère important de satisfaction dans ça. La participation à l'organisation du travail, ça a l'air gros. En réalité, c'est simple. Un employé peut-il avoir un mot à dire dans ce qui se passe? Bien, c'est quoi qui se passe? Souvent, c'est l'organisation du travail qui est au cœur de nos besoins d'ajuster. Tu sais, arrivent les vacances, comment est-ce qu'on organise ça pour que tout le monde ait le meilleur choix possible et qu'on puisse continuer à assurer le service? Est-ce que mes employés participent à l'organisation de ça? Un autre critère, l'aménagement du temps de travail. Celui-là, là, il sort en premier dans toutes les études qui ont été réalisées en Amérique du Nord pour dire le temps de travail qui est en lien avec la vie personnelle et professionnelle, le temps de travail peut-il être aménagé pour rencontrer certains des besoins de mes employés? Bon, un coup que j'ai pensé à tout ça, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du salaire comme étant un critère de satisfaction. Et ça aussi, toutes les études en sont venues à la même conclusion, c'est que le salaire ne fait pas partie des critères de satisfaction, il engendre seulement une absence d'insatisfaction. Est-ce qu'on joue sur les mots? Non, c'est plus profond que ça. Parce que le premier réflexe que j'entends souvent, là, quand je suis en discussion avec des gestionnaires en pénurie de personnel, « Ouais, mais tu sais, je ne suis pas capable d'offrir des beaux salaires. » Elle n'est pas là, la solution. Elle n'est vraiment pas là. Ça ne fait pas partie des critères de satisfaction qui vont vous attirer du personnel ou qui vont garder votre personnel. OK? C'est étrange? Non. Pourquoi? Parce que nos employés ne sont pas que des employés. Ils ont d'autres intérêts, puis d'abord qu'ils sont capables de rencontrer leurs obligations, puis d'améliorer leur sort au fil du temps. Bien, souvent, ce qu'ils vont rechercher pour la portion active de leur journée, qui est quand même importante, ce sont tous les autres éléments. Le salaire, là, ils s'en rendent compte une fois par 15 jours. Ou quand c'est le temps de renégocier. Mais en dehors de ça, là, c'est pas le salaire là, qui est au cœur. C'est j'ai-tu des problèmes avec ma collègue? Ça chiale-tu dans le bureau au point que je ne suis plus capable? Alors, voyez-vous, salaire ne fait pas partie de ce qui est positif, c'est neutre. Ça ne crée pas d'insatisfaction, mais ça ne génère pas la satisfaction. Ne cherchez pas la solution à la pénurie de main-d'œuvre d'un salaire. Elle n'est pas là, la réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire? On a une habitude, quand on est gestionnaire, de réfléchir à notre rôle comme étant quelqu'un qui est à la recherche d'une personne qui est compétente, qui est formée, qui a le sens du client, qui a un intérêt pour la collaboration, qui est disponible jour, soir, fin de semaine sur 2, 40 heures semaine. On rêve aux candidats. Non. On pense qu'il y a encore des candidats idéaux avec ce genre de profil-là. Puis là, tout d'un coup, on se fait dire qu'il n'y a plus personne que ça tente d'aller travailler dans des conditions semblables. Qu'est-ce qu'on va faire? Continuer à chercher l'idéal qui n'existe pas actuellement? C'est voué un petit peu à l'échec. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va peut-être se demander comment on peut voir les choses différemment. Comment on peut faire les choses différemment? Comment on peut transformer notre rôle? Et transformer notre rôle, ça peut vouloir dire choisir une personne qui a le goût d'aider, mais pas nécessairement tous les autres critères d'embauche, l'accueillir et l'intégrer. Tu sais, avoir quelqu'un qui veut être là, c'est mieux que d'avoir quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout fait dans la vie et qu'il a déjà tout vu dans la vie. Donc, ça, c'est le rôle de la gestionnaire qui se transforme. Là. Elle ne cherche plus le candidat, la candidate idéale. Elle cherche quelqu'un qui a le goût d'aider,
puis elle va aider cette personne-là à s'intégrer. Elle va accueillir. Si je vous demandais combien de pourcentage de temps de gestionnaire passe à l'intégration des nouveaux employés, on serait en bas du taux d'inflation. C'est pas encore à la mode de faire ça. Puis on se demande pourquoi on ne trouve pas de réponse. Alors moi, ce que je suggère, c'est de dire on pourrait peut-être faire quoi d'autre? Animer l'équipe au lieu de gérer les tâches. C'est pas tout à fait pareil. Ça ne fait pas appel aux mêmes qualités, aux mêmes habiletés. Gérer des tâches, là, c'est de dire, OK, ça, le papier, il est rentré à 2 heures, il est sorti à 2h15, ça a pris trop de temps. C'est pas ça l'idée, là. On parle de ressources humaines. On parle de personnes qui exécutent, oui, des tâches, mais qui vont les exécuter de façon bien différente selon leur degré de satisfaction. On va peut-être changer une des principales fonctions des gestionnaires, qui est de contrôler le travail, puis on va se mettre à communiquer. Ça va créer un effet différent que de jouer à police. Quand on veut contrer la pénurie de personnel, la tâche la plus importante des gestionnaires est de faire participer ses employés à la réussite de chaque journée. Je suis certaine que vous avez déjà eu dans votre tête le sens de dire mes employés doivent prendre soin des patients, de nos abonnés à nos services. Est-ce qu'on a eu dans notre tête, nous devons participer à la réussite de la journée de nos employés? C'est moins évident. On n'a pas le temps. On a d'autres choses à faire. Avant d'en conclure, ce que je veux vous spécifier. Quelqu'un qui est gestionnaire et qui se doit de recruter 4 ou 5 employés dans une année, ce qui arrive, hein, parce qu'on a un taux de roulement, vous savez combien ça coûte? Son salaire d'une année. Ça, c'est pour 4 à 5 embauches. Ça veut dire que si on regarde ça là, avec un point de vue un petit peu décollé du quotidien, là, on est capable de se dire, ah, mon Dieu Seigneur, il y a un gros montant d'argent qui passe à faire du recrutement. Y a-t-il moyen d'utiliser ce montant d'argent-là pour faire autre chose que du recrutement? Y a-t-il moyen de se donner les moyens de changer la façon dont on traite les employés? Y a-t-il possibilité qu'on les fasse s'impliquer sur des sujets qui les regardent intimement, exemple, leur horaire de travail? J'ai fait certains tests réussis dans certaines entreprises qui ressemblent aux vôtres, là, en disant, OK, si le gestionnaire établissait ses besoins et qu'il laissait les employés se partager les horaires, bien, savez-vous que, d'abord, les employés ont dit, bien oui, non, il y a un piège en arrière de ça. Mais par la suite, quand ils ont embarqué, une des choses qui a été surprenante, c'est qu'ils avaient comme premier souci de combler les besoins. Puis oui, ils avaient le goût de choisir des plages horaires qui leur convenaient, mais ils avaient le goût aussi de dire, ouais, si je suis capable d'avoir ce que je veux, il faudrait tout de même que je fasse un effort pour. Et à la grande surprise des gestionnaires, cet exercice-là a créé dans le climat de travail un bien-être qui n'avait pas été évident jusque-là. Est-ce que vous êtes tous dans des milieux où vous pouvez faire ça du jour au lendemain? Je ne suis pas sûre, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que des fois, de changer l'approche va créer un effet auquel on ne s'attendait pas, et cette fois-là, un effet positif. Donc, ce changement-là, il nous est imposé par le fait qu'on n'en trouve plus d'employés, puis que ceux qu'on garde, bien, on ne sait plus trop quoi leur donner, puis surtout pas des augmentations de salaire, parce qu'on n'a pas les moyens tant que ça. On pourrait peut-être leur donner accès à ce genre
d'implication, à ce genre d'exercice de leur pouvoir sur leur vie professionnelle. Ça n'enlève rien à un gestionnaire, que ce soit Madame une ou Madame l'autre, qui rentre à 8 heures ou à 8 heures moins quart. C'est pas ça qui compte, c'est qu'elle reste. Si elle fait un bon travail. On a dit, l'employé qui est un peu frustré parce qu'il y a toujours quelqu'un qui chiale ou qui l'empêche de tourner en rond, ça devient quoi la job d'un gestionnaire? Ça devient un exercice d'aller voir auprès de cette personne-là comment l'amener à mieux se conduire, mieux performer, je ne veux pas utiliser ce mot-là, OK? Mieux s'intégrer dans le milieu, mieux collaborer. C'est pas ça d'habitude en ressources humaines. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça, là. Et souvent, je vais répondre, bien oui, c'est un employé problème, bien, la première étape, c'est ça, suivi de ça, suivi de ça. C'est assez peu fréquent qu'on va dire, comment je ferais bien pour transformer mon employé problème? On a le réflexe de dire, si je peux m'en débarrasser au plus rapide, ça va être bien parfait. Sauf que je vais avoir un autre problème, je n'aurai pas personne de le remplacer. Là, de ce temps-là, les gestionnaires vont avoir le réflexe de dire, « Ouais, tu sais, elle a fait telle affaire, c'est pas correct, je le sais, mais je ne veux pas m'en débarrasser, comment je peux faire? » Mais avant d'avoir une situation comme ça, là, qui nous oblige à traiter un cas, pourquoi on ne se donne pas une occasion de dire, ceux de mon équipe qui ne sont pas si motivés que ça, qui ne sont pas si positifs que ça, qui ne sont pas si heureux dans leur travail, pourquoi je ne vais pas chercher auprès d'eux qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire? Et je vais vous parler d'une technique que j'utilise depuis 25 ans et plus, là, tu sais, comme il a tremblé. Là. Ça s'appelle un wrap session. On réunit les employés, on leur demande deux choses. Qu'est-ce que vous voudriez garder dans votre milieu de travail, puis qu'est-ce que vous voudriez changer? À date, le nombre de fois où j'ai fait cet exercice-là, j'avais précédé ça d'une demande aux gestionnaires de dire « Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont répondre? » Et je vous dirais qu'il y a une infime minorité de gestionnaires qui ont répondu ce qu'on a eu comme résultat quand on a fait l'exercice. Donc, ça nous oblige à dire « Ouais, peut-être que je ne les connais pas tant que ça. Peut-être que je ne sais pas ce qui les intéresse autant que je devrais le savoir. Peut-être que je ne connais pas leur sensibilité. Peut-être que je ne sais pas leur degré de volonté à s'impliquer dans leur milieu de travail. Et peut-être que j'ai intérêt à aller voir. » Donc, c'est un peu ça qui est l'angle que j'entendais ce matin de Mme... Oui, 5 minutes, c'est bien parfait, monsieur, je me demandais justement. C'est ça que Mme Henkel nous a dit ce matin. J'ai même envie de la recruter dans mon équipe, là. Je ne sais pas si ça va dire oui, mais je vais m'essayer. Ce qu'elle nous disait, c'est transigeons d'humain à humain. Oublions, fondamentalement, là, oublions la différence entre être gestionnaire d'anciens modèles avec des employés nouveaux modèles. Elle ne marche pas, la recette, le gâteau, il ne lève pas, là. Allons voir qui sont ces humains. Allons voir ce dont ils ont besoin. Allons voir comment on peut les intégrer, comment on peut les rendre heureux de leur expérience à chaque jour. Il va peut-être y avoir une journée ou deux dans l'année où ça ne marchera pas fort fort. Mais s'il y en a 363 autres journées dans lesquelles ça va bien, puis que les employés vivent une expérience intéressante, on va y garder. Mais non seulement on va y garder satisfait. Alors, c'est un peu ça que je dis, oser changer nos façons de faire, c'est peut-être la seule façon de ne pas subir la pénurie de personnel, mais de faire évoluer la situation. Alors, avoir plus de temps, c'est sûr qu'on pourrait entrer dans des détails beaucoup plus pratico-pratiques au quotidien, mais ce que je voulais vous offrir, c'est de dire qu'on ne peut rien changer au quotidien si on n'a pas changé ce qu'il y a là dans nos têtes de gestionnaires ou de propriétaires. Donc, je suis moins surprise de mettre dans la même phrase mes employés, mon trésor, si je change ma façon de les voir.
c'est soumis avec respect. Je ne voulais pas critiquer, je voulais proposer. Merci.